Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par RBK Media. Aujourd'hui, j'interviewe Driss et on va revenir sur son parcours. C'est parti. Bonjour Driss. Hello, donc comment on fait? C'est parti? Ouais, on fait comme ça. Merci d'avoir accepté cette interview. Ben, merci à toi de nous recevoir, c'est cool. Bah écoute, nous sommes chez toi. On est chez moi, mais on s'en entend. Mais oui, mais c'est super. Et d'ailleurs, donc on est à la Meulerie, donc rue d'Avso. Exactement. Et donc aujourd'hui, comme je disais, on va revenir sur ton parcours. Comment tu étais enfant? Oh. Qui était le petit Driss? Un petit rêveur, fan de pop musique, de petits personnages très Disney. Chantal Goya, c'est une autre génération de musique et de télé, donc vraiment très rêveur et très famille. Très proche de ma maman, de ma sœur, mes tantes, ma grand-mère, très famille et entouré de beaucoup de femmes. De beaucoup de femmes. Ouais. Et ben ça c'est important d'être entouré de femmes dans la vie. Et donc quel a été ton parcours professionnel jusqu'à la Meulerie? Pas très bon à l'école. Du coup, t'aimais pas ça? Pas plus. Je crois que mon temps de concentration était pas au top. Donc arrêté avant le bac. Et je suis tout de suite parti travailler sur Paris. Donc mon premier job. À la base, c'était de Marseille. Je suis de la Fars-les-Oliviers, c'est un petit village à côté de Marseille, entre Aix et Marseille. Okay. Et premier job chez Disney Store en tant que vendeur. Et après serveur en boîte de nuit, restaurant, au Divino à Aix, au Bazar à Marseille, à la Marronnaise à Marseille, pour les plus anciens qui peuvent connaître. C'était bien. Et un peu de saison à l'étranger, donc Marbella par exemple. Et ensuite, petit retour dans le coin avec directeur de boutique de vêtements et ensuite directeur de boutique de montres aux Terrasses du Port. D'accord, ouais, donc tu as toujours été dans le commerce quoi. Dans le commerce, service. Voilà. Et est-ce que tu savais qu'à un moment donné, tu allais avoir ton propre business, que tu as cofondé avec ton partenaire, ouais. Mais est-ce que tu imaginais un jour créer ton propre truc quoi? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Je pense que sans Arthur, j'aurais jamais été au bout des choses. Parce qu'il faut quand même arriver à croire en soi, le syndrome de l'imposteur, tout ça, encore plus quand t'as pas fait trop d'études. Et vraiment, je me suis jamais vu en tant qu'entrepreneur. Et même maintenant, je commence à l'assumer, alors que j'ai 4 boutiques, 16 employés. J'ai encore du mal à le dire que je suis patron, employeur, entrepreneur, le mot que tu décides, mais c'est encore un autre monde parce que en vrai tous les jours on improvise. Bien sûr. Et donc comment est venue cette idée de créer la Meulerie? Vous l'avez fondée à 2, oui. Donc avec Arthur. Comment s'est fait cela? Alors, en fait, j'ai échangé avec un ami qui commençait une formation pour devenir fromager. Et je savais même pas que ça existait. Pour moi, c'était même pas, c'était que de père en fils. C'était pas un monde accessible juste en faisant une formation. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai commandé le fromage pour les nuls en bouquin. Je suis parti faire un stage d'abord, avant de m'inscrire à la formation. Et ça s'est super bien passé, ça m'a plu, c'est un produit que je mangeais tout le temps. Ah voilà, c'est ce que je veux dire, parce que t'aimes le fromage à la base, parce que voilà. Même j'imagine que si tu pars dans du fromage... La base du truc, c'est quand même que je mangeais beaucoup de fromage. Ouais. Et voilà, et du coup j'ai vu que c'était possible et je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. C'était un virage de ma carrière. Et là tu t'es dit c'est bon, faut que je me lance. Faut que je me lance dans quelque chose que j'aime vraiment et pas juste parce que je suis bon à ça. Et du coup c'était le fromage, vraiment le côté convivial du fromage. Pour faire des raclettes entre amis, en famille, les apéros, donc c'est vraiment tout ça qui m'a mené vers le fromage. Et ensuite Arthur est intervenu, je lui en ai parlé et tout de suite il m'a créé un univers qui me correspond. Parce que lui, justement, alors, il est spécialisé en quoi? Alors maintenant il a sa boîte de conseils et stratégie en marketing. À ce moment-là, il ne l'avait pas, mais c'était déjà une passion. Il avait une petite passion pour l'architecture, pour le branding. Et du coup, en très peu, je pense qu'en 2 heures, il m'a dessiné ce qui est devenu la Meulerie au niveau des couleurs, pas le nom, mais au niveau vraiment de la charte graphique. Et vous êtes vraiment du coup complémentaires? On est hyper complémentaires, il me connaît comme personne et donc du coup il a su vraiment me dessiner un endroit qui me correspond. Et ce qui a fait que dans la première boutique, je me sentais chez moi et il valait mieux vu le temps que tu y passes quand tu ouvres une première affaire.
Bien Donc, sûr. Comment vous avez choisi le nom? le nom, on a fait. Alors, si c'était que 2 mois, ça se serait appelé La Petite Souris. Ah d'accord. Donc, c'est pas hyper original, mais c'était un hommage à ma maman qui était fan de fromage et qui m'a fait Quand même, découvrir on le avait la fromage. maman qui était fan aussi. Ah oui, donc son surnom c'était La Petite Souris. D'accord. Donc c'était ça. Donc ça aurait été peut-être un peu moins brandé sur des t-shirts. Et après, du coup, on a fait un groupe WhatsApp et une note partagée avec plein de potes. Et on a dit lâchez-vous sur les blagues, les mauvais jeux de mots, genre Martine Aubry, tout ça. Et il y a un moment, il y a un de nos amis qui a mis la meulerie. Et ça nous a tout de suite tilté. On s'est dit ça passera, c'est facile à dire pour les étrangers, sachant que Marseille maintenant rayonne au niveau international, au niveau du tourisme. Donc il fallait un mot qui se dise facilement. Et un de mes goals, c'est de finir avec une meulerie en Angleterre. D'accord, Donc du coup, la meulerie, ça sonne parfait. Et du coup, les couleurs, c'est toi aussi. Pourquoi avoir choisi ce bleu, ce jaune, qui est vraiment typique? Alors c'est Arthur qui les a choisis, mais on voulait quelque chose de solaire. D'ailleurs, ça s'appelle les fromageries ensoleillées, parce que c'est les couleurs de Marseille. C'est le bleu du ciel, le jaune du soleil, comme on a en ce moment, et c'est vraiment... En fait, ça ramène le sourire. C'est la chaleur humaine, la chaleur extérieure, c'est ce qui fait vivre notre ville. D'ailleurs, on le voit quand il pleut, quand il fait pas beau, on est tous un peu moroses, il y a moins de monde dehors. Personne ne travaille. Non, personne ne veut travailler, personne ne veut consommer. Là, on vient de passer 3 mois sous la pluie. Enfin, on a tous l'impression qu'on a passé 3 mois 24 sous la pluie. Et Pauvre Parisien. Pauvre Parisien. Et du coup, donc, ce qui est intéressant, c'est que la meulerie, c'est un peu enfin, c'est pas un peu, c'est une fromagerie revisitée. Le côté pop, démocratisé, c'est ça que vous vouliez faire? En fait, avec la vente en avant, oui. Donc c'était pour être plus proche des gens et enlever ce côté un peu et que je juge pas, que je trouve très beau dans certaines fromageries à l'ancienne, ce qu'on va dire, ou récentes mais plus classiques, où on t'accueille avec un col bien fermé, avec un tablier hyper strict. Moi j'adore, je trouve ça hyper beau, mais c'est pas ce que je voulais chez moi. Je voulais que tout le monde se sente le bienvenu. Et avec l'accès au sandwich, du coup ça permet à des plus jeunes ou des personnes qui ont moins de moyens d'avoir un premier accès au bon fromage. Et ensuite, à un moment ou un autre, de pouvoir s'offrir un fromage et de se dire c'est possible, c'est pas si cher. Parce que quand on voit le prix au kilo, ça paraît hyper cher. Et en fait, quand on regarde en détail, c'est pas forcément plus cher qu'un Babybel ou qu'une vache qui rit, qui est ramené au kilo. Ce sont des prix assez élevés. Et comment vous choisissez vos fromages? Au coup de cœur, à ce qu'on aime, au prix. On essaye de pas aller... il y a eu beaucoup d'augmentation de prix ces dernières années, avec les différentes actualités politiques. Et on essaye de ne pas aller trop loin quand un produit augmente trop. On le sort de la gamme et on essaye de le remplacer par quelque chose qui va rester correct, même si ça reste un luxe. On essaye de pas abuser. Et comme pour le prix de nos sandwichs, on part de nos prix et on crée une recette. D'accord. Qui crée les recettes? Alors, les toutes premières, on a eu la chance d'être épaulé par un très grand chef marseillais qui s'appelle Ludovic Turac. D'accord. Donc c'est un chef étoilé qui est sur le port et qui nous a fait la recette du Tupac. D'accord. Et qui m'accompagne un petit peu sur des petites recettes pour être sûr que tout va bien. Et après, il y a des recettes qui sont plus évidentes, juste avec des produits qu'on aime et qui sentent le sud, quoi. On essaye ça. Alors justement, donc à la base, t'étais pas prédéfini pour toi d'être entrepreneur. Non. Il fallait se jeter dans le grand bain d'entrepreneuriat. Quels ont été tes plus gros doutes et tes plus grandes difficultés? Alors je sais pas pourquoi tu parles au passé. Ah, c'est toujours? Parce qu'en fait. Oui, mais oui, c'est toujours. Mais non, mais moi, je veux vraiment. Tu as raison, tu as fait une bonne remarque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce tournant. Et après, on revient sur maintenant. Okay. Là, ce moment où vraiment tu as changé, les difficultés que tu as rencontrées, cette peur de se jeter à l'eau. Ok. En fait, sur la première, on avait moins peur. Parce qu'en fait, on savait pas. On savait pas les difficultés qu'il allait avoir. Tu vois, on savait pas tout ça. Donc, c'était vraiment être inconscient. Tu vois, tu sais pas encore ce que c'est l'entrepreneuriat. Tu sais pas que ça va être vraiment toute ta vie autour de ça. Et surtout si ça marche et que tu commences à avoir des équipes, du coup, tu es aspiré sur plein d'autres choses, plein d'autres points qui sont plus ce que tu aimais à la base. C'est couper du fromage, le client, et juste passer du temps avec la mamie du quartier qui t'explique quand tu prends des responsabilités que à la fin du mois, moi, mon gros stress, c'est comment je vais payer les gens.
Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant d'être responsable. Au début, tu es responsable que de toi-même et de ta boutique, donc tu peux tenter des choses, les changer rapidement, il n'y a pas de sujet, ça impacte que toi et ton associé. Et quand tu fais rentrer d'autres personnes, tu dois faire confiance, te laisser ton bébé, c'est là où ça devient plus difficile. Tu tombes sur des personnes très bien, tu tombes sur des personnes moins bien intentionnées, tu te fais trahir par des amis. Ça t'est arrivé? Ouais, chaud. Et comment t'as fait pour passer ça? En vrai, tu mets du temps. Je sais pas si tu t'en remets vraiment, ça change ta relation Bien sûr. aux autres, à la confiance. Et tu te rappelles que tu as ta personnalité et ton côté entrepreneur qui sont deux choses différentes. Et que tu es responsable des gens que tu embauches. Et tu es aussi responsable par rapport à l'État. Parce que, en fait, que tu fasses du chiffre ou pas, tu dois payer tes taxes, tu dois payer à tout ce qui s'ensuit. Et même si ça marche pas, ça doit être là. Donc en début de mois, tu as des responsabilités qui sont tellement énormes que du coup tu vois ton business d'une manière différente. Alors qu'au début on était tout seul. Donc c'est vrai que les difficultés sont arrivées dès qu'on a ouvert la deuxième fromagerie. Parce que la première, vous l'aviez ouvert où? La toute première, c'était à La toute première, c'est République. Ah, République, tu vois. Et c'est au grand 9 Comment grands vous avez rues trouvé exactement. le lieu, tout ça? En marchant dans la ville. D'accord. Et après dans ce qu'on pouvait se payer aussi. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont. Il n'y avait pas de droit d'entrée. Donc la boutique c'était un coup de cœur, mais en plus de ça il n'y avait pas de droit d'entrée. Donc ce qui nous permettait avec un petit budget de pouvoir commencer tranquille. Et on a été accompagné sur 3 ans sur les loyers. D'accord. Donc le vrai prix du loyer on l'a payé qu'au bout de 3 ans. Ok. Donc c'est vrai que c'était quand même plus facile de commencer comme ça. Là où à Malmousse on a eu un droit au bail. Et tout de suite quand tu rentres, tu dois marcher dès le premier jour. D'accord. Donc ça c'est compliqué. Donc pour vous les difficultés sont arrivées au fil du temps dans l'entrepreneuriat, quoi. Oui, c'est vraiment au fil du temps, quand tu prends des responsabilités, quand tu fais des équipes et que tu es responsable. Et est-ce que tu as douté, vous doutez? Oh, je doute tous les jours. Moi, le pauvre Arthur, tous les matins je me lève et je me demande si les gens vont venir consommer nos sandwichs, s'ils vont continuer à nous suivre, s'ils vont liker notre photo. C'est même un peu trop. D'accord. Donc j'ai vraiment cette angoisse au quotidien de remettre tout à zéro tous les jours, ce qui n'est pas hyper sain, donc je travaille dessus. Mais c'est vrai que tous les jours je me demande si des gens vont passer la porte de nos boutiques. Alors que quand on regarde juste là les réseaux et comment ça se passe, oui. On est plutôt dans une phase montante. Bien sûr. Mais c'est vrai que tous les matins je me lève en me demandant est-ce que les gens vont venir, est-ce que les gens vont toujours aimer, si on augmente de 20 centimes notre sandwich, ce qui devient obligatoire. Est-ce que les gens vont continuer à venir? Donc c'est aussi comment tu passes ça en tant qu'entrepreneur. Parce que tu ne peux pas créer ton entreprise et la rendre viable si tu es sur ce stress-là tout le temps. Et donc du coup justement, avec vous êtes avec Arthur partenaire dans la vie, partenaire dans le travail. Comment vous trouvez cet équilibre? Du coup on travaille. Déjà on travaille pas tous les deux au même endroit. D'accord. Donc ça c'est la base. Ne travaillez pas au même endroit si vous êtes en couple. Et du coup lui il a une vision plus extérieure, des chiffres. Donc ça va lui permettre de me rassurer sur le fait que les clients viennent. Et aussi sur les marges, sur les prix. En fait, vu qu'il n'est pas dedans, toi quand tu es dans ta boutique, tu rentres, tu vois que les problèmes. Et quand tu as quelqu'un de l'extérieur avec toi, c'est pas la même chose, quoi. Quel a été, selon toi, pour toi, le plus gros sacrifice? Le temps. Le temps, je rate des événements de famille, on voit moins les amis. Et souvent, je passe du temps avec des gens entrepreneurs, là récemment. Pas parce que j'aime moins mes amis, mais tu peux partager tes problèmes avec des gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Tu vois, ou ce qui te paraît un énorme problème et qui est pas si grave, mais j'appelle ça les mini tempêtes émotionnelles de l'entrepreneur. Mais sympa cette phrase. On va la retenir. Mais c'est vrai que c'est vraiment le temps avec tes proches et tes amis, parce que les premières années, tu es obligé de passer. La première boutique, je travaillais 7 sur 7. Et là encore, même le soir, on travaille hyper tard. Ça prend tout mon temps. La meulerie, elle prend tout mon temps. T'as déjà voulu abandonner? Tous les jours. Cette semaine, j'ai démissionné que 2 fois. Mais non, très souvent. Très souvent, chaque difficulté, tu te dis putain, pourquoi je fais tout ça? Chaque problème de trésorerie, chaque frigo qui lâche,
le vol d'un ami, tu vois. Ouais. Mais après tu t'accroches parce que ça vaut le coup, quoi. Bien sûr. Et il y a aussi des bonnes choses, hein. Je suis hyper négatif. Non, mais bien sûr, non, mais bien évidemment. Mais là, c'est vrai que le média, c'est orienté là-dessus. Et c'est quoi pour toi réussir? Alors ça dépend des moments. En gros, c'est d'avoir du temps, je pense. D'avoir du temps pour sa famille, d'avoir l'argent nécessaire pour pouvoir avoir ce temps, parce qu'en fait, le temps, ça coûte cher. Ouais, bien sûr. Donc c'est forcément lié avec l'argent, la santé. Bien sûr. On a beau dire que non, tu peux mieux te soigner quand ça marche pour toi. Bien sûr. Mais être heureux, c'est vraiment avoir tes proches en bonne santé, toi en bonne santé. Pour toi, la réussite, c'est ça. Et être heureux, c'est ça. La réussite, c'est se dégager du temps pour... Exactement. Et être heureux, c'est être en bonne santé. Être en bonne santé, que ta famille le soit, tu vois. C'est vraiment avec ta famille et la famille que tu t'es créée aussi, parce que dans la famille que tu t'es créée, tu as aussi tes amis et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, un truc, tu vois, qui vous est arrivé, tu t'es dit merde? Tu veux dire en catastrophe? Ouais, en catastrophe, vas-y, une petite catastrophe. Alors... Un truc vraiment, tu vois, qui vous est arrivé, tu t'es dit oh my god, faut gérer ça. Elle n'était pas prévue cette question. Non, mais en fait j'en ai plusieurs, mais je suis en train de réfléchir à la plus impactante et la plus drôle quand même. Mais ouais, voilà, tu vois. Putain. On sent qu'il y en a eu beaucoup quand même. Ouais. Allez, non, en vrai, la première boutique. Donc, imagine-toi, on vient de finir la boutique. On vient de la finir, on n'a pas encore reçu le fromage, mais en haut, ça ressemble pratiquement à ça. Donc, t'es quand même trop content, c'est ton premier projet, ça prend vie. T'as eu 3 mois de travaux, et en bas, on prend le temps du coup de tout peindre en rose. Arthur me fait des escaliers roses et tout, parce que ça me faisait plaisir d'avoir ça à l'arrière. Et on attend donc le lendemain matin la livraison de fromage. Donc vraiment, ça y est, on va ouvrir. Et il est 18h, t'as ma soeur qui est là pour nous aider à faire un peu de ménage et tout. Donc c'est vraiment le dernier ménage pré-ouverture. Donc t'es trop content. Et là, je descends. Et d'un coup, t'as les toilettes de l'immeuble complet. Donc c'est un immeuble de plusieurs étages qui commence à sortir du toilette et à inonder le début du magasin. Et là, moi, je me mets en mode machine, je prends tous les sopalins, on en avait plein d'avance parce qu'on venait de tout recevoir, et je commence à dérouler, et je crée un mur de sopalins, mais j'arrive même plus à m'arrêter, donc tellement que je me suis pas arrêté. Arthur, entre-temps, il a eu le temps d'appeler la personne qui venait s'occuper de déboucher, et on a eu de la chance, il n'était pas loin. Et le mec vient pour regarder, et moi je ne voyais plus personne. Et je déroulais pour bloquer tout, quoi. Et je déroulais le papier, et tellement que le mec m'a hurlé dessus. Vous allez arrêter de mettre du papier. Et donc la veille de l'installation des fromages, de la réception des fromages et d'ouvrir le magasin, on a eu le magasin inondé de... on va pas dire le mot. Oh putain. Et du coup on a dû casser le mur rose pour tout refaire derrière et tout. Et donc on a ouvert quelques jours plus tard. On a pu décaler la livraison de fromage du lendemain, mais ça c'était... Là maintenant c'est drôle, mais sur le moment c'était pas drôle. Ah non mais je meurs un truc comme ça. Donc, ah non mais vraiment, je déroulais. On en vient. Quelle est pour toi la définition de la résilience, cœur de RVK Media? En vrai, c'est quand t'es au bout du rouleau que tu démissionnes et... Le boulot, ça suit. Exactement. Et de pouvoir revoir que quand même t'as de la chance. Bien sûr. J'ai l'impression que t'as l'impression que le pire t'arrive. Et puis en vrai, tu te rappelles que t'as un commerce qui marche, t'as des équipes qui viennent travailler avec le sourire, t'as des clients qui sont contents, t'as une marque qui commence à être reconnue et que c'est pas si grave.
et que ce problème-là, finalement, dans quelques semaines, tu vas en rigoler. Ou quelques mois. Ou quelques mois. Et d'ailleurs, du coup, tu parles de marque, vous faites pas mal de collaborations. Ouais. Laquelle est la dernière Alors la dernière, c'est une mini collaboration avec Marseille Roots, qui sont vraiment des Marseillais. Et on a eu cette photo sur Google Maps où la personne a dû se disputer avec la voiture Google, donc il fait un petit doigt d'honneur, un bon doigt marseillais. Et du coup, on a fait une capture d'écran de ça et les équipes de Marseille Roots nous ont fait un petit design sympa. Et ensuite, en grosse collaboration, on a eu American Vintage, qui est notre plus grosse collaboration à ce jour, d'ailleurs, je parle plus français, où on a pu faire 2 t-shirts avec eux. Ils nous ont créé des tenues de travail, des tabliers pour les équipes. C'est énorme parce que c'est vraiment une grosse marque, c'est une marque du coin. Et en même temps, c'est une marque internationale qu'on adore et qu'on porte. À mon mariage, sur une des parties de mon mariage, je porte un costume de chez eux. Donc, c'est vraiment une marque que j'adore. Et voilà, après on a toujours fait des collabs. La toute première collab, c'était Maison Mère qui nous avait fait confiance, sur des t-shirts qui avaient cartonné. Marseille quand même, tout le monde cède un peu. Il y a Alex de Saison et ses équipes qui nous ont fait beaucoup de mini collabs sur des événements hyper visuels avec de belles marques. Et j'en rate plein. Il y a Asics qui nous a fourni des chaussures. Tu dois être fier. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Parce que quand même vous avez créé une très belle chose. En vrai, je crois que je suis fier de ne pas lâcher. Je suis fier de ce qu'on a construit, Arthur et moi, et je suis fier qu'on n'ait pas lâché ce qu'on aurait pu lâcher plein de fois. Et ça fait bizarre de dire je suis fier de nous, mais... Non, c'est important de le dire. Parce que c'est pour ça que, tu vois, on a la réussite finale, donc on voit la meulerie, Driss, ok. Mais moi, c'est ça en fait, l'interview, c'est l'arrière, la vraie histoire, tu vois. Et en vrai, on ne peut pas parler de réussite, parce que quand tu es entrepreneur, oui, tu remets tout en jeu le lendemain. Bien sûr. Donc finalement, ce que je te disais, où tous les matins je me lève et j'ai le doute, je crois que tout le monde l'a. Et à l'ère des réseaux sociaux, tu peux faire... le mauvais poste où il y a quelqu'un de beaucoup plus jeune qui arrive. Après, moi, c'est une partie qui m'amuse, qui me plaît. Oui, ça te plaît. Et c'est vrai que maintenant, forcément, les gens me connaissent un peu plus à travers la meulerie. Et du coup, mon compte perso est un peu plus regardé. Et en fait, maintenant, ça m'amuse de faire... pendant ma lune de miel, je faisais des chorégraphies TikTok de Taylor Swift. Oh my God, on pourrait le savoir, cela? Non. N'allez pas regarder. Mais ouais, un petit peu... tu deviens... c'est pas le bon mot, une figure, mais tu deviens quelqu'un qui a des commerces dans le centre-ville de Marseille et qui crée de l'emploi. Et ouais, je me perds un peu, mais en vrai, c'est pas de l'influence, mais c'est du fun sur les réseaux sociaux. Et il y a une question que je t'ai pas posée, c'est qu'au départ, quand vous avez créé la meulerie, le tout premier commerce, vous aviez pas beaucoup à investir, ou comment ça s'était passé? On avait très peu d'investissement, on avait environ 6 000 euros. À deux? Oui, après on a fait des prêts, on s'est fait aider par plusieurs dispositifs de la région et de la ville, et pour trouver le local, enfin vraiment tout le monde a été là et au top. Et après on a bricolé. Enfin quand je dis on a bricolé, Arthur a bricolé. L'homme de l'ombre. Moi j'étais occupé à prendre le fromage et à faire des vidéos. Mais c'est complémentaire, c'est complémentaire. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Tu fais beaucoup sur les réseaux sociaux et tu fais d'ailleurs autre chose que gérer et développer la meulerie. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, ça apporte de l'image en croisée, parce qu'effectivement, du coup, je suis tellement associé à la meulerie que quand on me voit faire un réel avec le printemps, par exemple, sur du shopping et tout, ça met une vibe et ça met une présence online, et en plus, ça me plaît. Ouais. Ça m'amuse, ça me fait faire quelque chose de plus léger. Moi, j'ai toujours aimé les vêtements, parce que c'était mon métier avant, chez Blue Box, donc c'est pour ça que je les retrouve dans mes boutiques. J'aime les événements, donc... je suis invité à pas mal d'événements de marque, je commence à recevoir quelques petits cadeaux, continuer à m'envoyer des paires de baskets et des lunettes. Mais c'est sympa et j'aime bien tout mélanger parce qu'en fait on n'est pas que fromager, on a tous plein de personnalités. Et après je pense que les gens aiment bien voir aussi les galères. Donc souvent, une fois que la galère est terminée, on fait un petit réel rigolo sur les problèmes de frigo, sur le... Vous n'avez pas fait le rouleau de l'inondation du premier... Non, là à ce moment-là, j'étais pas encore là-dedans. Mais voilà, donc c'est lié et les gens ont envie de savoir ce qui se passe derrière l'entrepreneuriat. On est quand même dans une période où c'est à la mode d'être entrepreneur, un petit peu.
Et du coup, en tout cas, c'est plus visible. Et je pense que ça joue aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Driss, pour cette interview. Merci à toi. Merci.